Merci infiniment de vous retrouver encore aujourd'hui pour le rendez-vous hebdomadaire, rencontre et échange, nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique, du panafricanisme. On se rappelle qu'il y a 60 ans, l'Organisation de l'Unité africaine a été créée pour devenir après l'Union africaine à compter de 2000. C'était un 25 1963 à Addis Abeba. 60 ans après, quel chemin, quel bilan peut-on faire de cette marche de l'Afrique vers son développement? Au lendemain des indépendances, eh bien, les pères fondateurs ont vite pensé à cette unité du continent africain. Aujourd'hui, est-ce toujours une réalité ou bien un rêve? Pour débattre de la question, eh bien, deux invités convaincus du panafricanisme sont sur mon plateau. À ma droite, le ministre Cornelius Aïdam, il est directeur exécutif de la fondation Pax Africana, fondée par Feu Edem Kodjo. Merci d'être ici sur le plateau. Merci. Vous avez accepté d'échanger avec un autre panafricaniste, Abalo Lawson Drake. Monsieur Lawson, merci d'être sur nos plateaux. Je rappelle que vous avez une bibliothèque consacrée sur le sujet. On en reparlera peut-être en fin d'émission. Mais en guise d'introduction, je commence par vous à tout hasard, Monsieur Aïdam. Dites-nous, quel souvenir gardez-vous de cette ambiance qui a prévalu en ce mois de mai 63, n'est-ce pas? Forcément, on n'y était pas toujours, mais on peut se souvenir des tractations qui avaient lieu pour accoucher cette organisation de l'unité africaine au Guyane. Ce que je dirais avec beaucoup d'émotion, c'est la phrase qu'avait prononcée le président Léopold Sédar Senghor quand on avait fini de signer l'acte constitutif. Il a dit « Voici enfin ce rêve longtemps, voici enfin vécu ce rêve longtemps rêvé ». C'est ça. Ça vous montre toute la teneur, la teneur émotionnelle. Et les signataires étaient pris aux tripes et ils venaient de faire un grand pas. L'idée derrière aussi, c'est que les pères fondateurs voulaient, par la création de l'OUA, et c'était une manière d'effacer l'humiliation de la conférence de Berlin de 1884-1885 qui a dépecé l'Afrique en petits morceaux. Donc en ça, l'OUA était une institution originale. C'est ce que je... Vous retrouvez cette unité perdue, n'est-ce pas, à la conférence de Berlin? Oui, mais nous avons été avilis, nous avons été chosifiés, nous avons été dénigrés. Toute la somme des perspectives que les puissances avaient sur nous. C'est ça. Il y avait une volonté de laver cet affront-là. Ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Monsieur Lawson Drake, oui, la même question à vous. Oui, c'était une occasion très attendue. Et les pères fondateurs, comme vous les connaissiez, étaient vraiment très enthousiastes le moment venu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé très vite? Ils ont tous, ou bien nous avons tous désenchantés, parce que c'était une période de gestation de la naissance. Cette période de gestation de la naissance de l'OUA a été une période qui, malheureusement, s'est soldée par la défaite du panafricanisme. Parce que étaient-ils vraiment panafricanistes, eux tous, avant de rentrer dans cette unité, et est-ce que l'unité pouvait vraiment se tenir si on considère tout ce qui nous entourait à l'époque. Bon, on n'était pas... Les indépendances, 3 ans après. Est-ce que c'était trop tôt, ou bien est-ce qu'il fallait attendre un peu, ou bien c'était trop tôt précipité pour créer cette organisation-là? Bon, ça pouvait être une réussite, mais malheureusement, il y avait autour de l'idée l'opposition farouche des pays impérialistes et surtout de la France qui ne voulait pas que les petits pays africains colonisés et les pays sur lesquels ils avaient encore la main, une main qui les recouvert complètement, ils ne voulaient pas que ces pays s'émancipent. C'est, je crois, ce qui a causé d'ailleurs l'échec de la création de l'OUA.
C'est ça. Mais permettez, avant de parler d'échec, je crois qu'il faut affirmer que l'OUA a été créée. L'OUA était une agrégation de toutes nos revendications historiques, culturelles, spirituelles, idéales, c'est-à-dire que l'homme africain voulait s'affirmer à la face du monde. Donc ça, je crois que c'était une réussite. C'est un atout, oui. Il faut se dire que, pour aller quand même dans votre sens, c'est-à-dire l'opposition, l'hostilité que la création de l'OUA a rencontrée, il y a le premier congrès panafricain a eu lieu à Paris en 1919. Donc, le président du conseil à l'époque, c'était Georges Clemenceau, que tout le monde connaît très bien. Alors, on lui a posé la question à propos du panafricanisme. On lui demandait qu'est-ce que cela lui inspirait. Donc, c'est important de dire que beaucoup redoutaient le panafricanisme. Il dit, ne faites pas de publicité autour, mais allez-y. C'est sa phrase à lui. Ça veut dire clairement qu'il est conscient que tout le monde ne voyait pas d'un bon œil, mais en même temps, c'était l'essence du développement ou de la survie des pays africains. Donc, je pense que c'est important de célébrer la création. Voilà. Plus loin, vous permettez quelques minutes juste pour dire ce que Kwame Nkrumah disait. Il dit, je reconnais que nous avons subi la division pendant de nombreux siècles, que des frontières arbitraires nous ont été imposées depuis longtemps par les puissances coloniales, que nous sommes pour certains musulmans, d'autres chrétiens et bien d'autres animistes. Certains parlent français, d'autres anglais, certains en portugais, sans parler de l'immense majorité qui parle uniquement nos langues nationales. Nous avons en plus, dit-il, acquis des différences culturelles qui affectent notre apparence et conditionnent notre développement. Tout ceci, dit-il, est évident et incontournable, tenant compte de notre contexte. Cependant, je reste convaincu que les raisons pour nous unir supplantent celles qui nous divisent. Parce que à chaque fois que je rencontre des Africains, originaires de toutes les différentes régions du continent, je suis constamment impressionné par tout ce que nous avons en commun. Cela n'est pas seulement le résultat du même passé colonial ou le fait que nous poursuivons les mêmes objectifs. Non, il y a quelque chose de plus profond. Que cela, je peux au mieux traduire par la conscience d'un entendement, d'un accord tacite que nous sommes des Africains. Oui, des Africains. Ça, c'est qui parlait... C'est Kwame Nkrumah qui le dit dans Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir. C'est ça. Donc, je crois que le décor est planté. Ouais. Oui, il était l'un des pères fondateurs de cette absolument, organisation, absolument. Oui. Parce que quand on parle de l'OUA, il y a des noms qu'il faut citer. Forcément. Oui, il y a... la base est partie des Caribéens. C'était tous des gens des Caraïbes qui avaient subi l'oppression coloniale et qui avaient des ressentiments. Pas seulement des ressentiments, mais une volonté de s'affirmer, de démontrer que les Noirs qu'ils étaient capables d'autre chose que ce qu'on a véhiculé jusque-là. Donc vous avez des noms comme les Anténor Firmin, les Price, les W.B. Du Bois, les Marcus Garvey, j'en oublie quelques-uns, on pourra retrouver la liste, mais ce sont eux qui ont commencé petit à petit par travailler sur l'idée. Parmi ceux-là, il y a eu Marcus Garvey qui allait plus loin, qui avait une société commerciale et mettait ses fonds au service d'une société qu'il avait créée. Cette société devait permettre aux esclaves affranchis de revenir en Afrique. Donc c'est cette société qui s'appelait le Black Star Line, avec des bateaux qui devaient les emmener ici. D'ailleurs, c'est ce nom-là qu'a pris l'équipe de football du Ghana, le Black Star Line. La place de l'indépendance à Accra s'appelle le Black Star Square. Il y a des liens très précis. Nkrumah a eu le mérite de mettre en pratique, de traduire en pratique
toutes ces idées qui, de loin, apparaissent philosophiques. Donc, sauf qu'on lui reproche qu'il voulait être à la tête de cette organisation à l'époque, n'est-ce pas, piloter. Oui. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à la tête. C'est ça. L'enjeu de Kwame Nkrumah, c'est de dire que nous avons un espace qui est immense. Nous avons une économie qui est florissante. Nous avons toutes les ressources minières du monde. Et qu'à partir de là, nous sommes capables d'avoir un pays, une économie et une armée pour défendre ces deux propriétés-là, si on peut parler ici. Donc, c'était un leadership. Et Kwame Nkrumah a démontré que, je ne vais pas dire grâce à lui, mais lui et quelqu'un comme Dubois est resté au Ghana non, c'est pas Dubois. Il n'y a pas de mot. C'est Padmore. George Padmore est resté au Ghana, a terminé sa vie là-bas et enterré dans le limon africain. Donc, il fallait un leadership et Kwame Nkrumah était là. C'est cela. Oui. Alors, le panafricanisme, le thème est d'actualité. 60 ans après, on en parle et pourtant tout était dessiné à l'époque. Pourquoi on en parle encore aujourd'hui comme si c'est un nouveau concept, ou bien comme si c'est un nouvel élément dans la dynamique qui doit emporter l'Afrique vers son développement? On ne peut ne pas en parler. Et pour comprendre ce que je viens de dire, il faut faire une explication de terrain. L'OUA regroupe l'ensemble des États africains. Donc, en ce sens, on peut l'appeler une organisation panafricaine, du mot pan, qui veut dire ensemble ou totalité. Donc, panafricanisme, c'est donc la totalité de l'Afrique, donc une organisation de toute l'Afrique. Mais ce n'est pas une organisation panafricaniste. Le panafricanisme est une doctrine qui dit que l'on veut regrouper au lendemain des indépendances des États en un État fédéral indépendant qui aura pour fonction de se tourner vers les intérêts des peuples africains afin de développer notre continent et de rendre la vie meilleure pour les habitants de ce continent, notre chère Afrique. C'était les objectifs assignés, n'est-ce pas, à la création. Tout à fait. D'accord. Oui. Oui, mais je reviens sur la nécessité d'insister sur le fait que c'est vrai qu'il y a eu des dissensions après. Il y a eu notamment le groupe de Morovia, le groupe de Casablanca, nous connaissons ça. Mais en ce moment-là, c'était toute l'Afrique était contente. Les populations africaines jubilaient d'avoir réussi en sortant de l'esclavage, de la colonisation, et d'avoir enfin créé quelque chose pour eux, quelque chose qui leur ressemblait. Donc, je crois que... D'ailleurs, j'ai cité le président Senghor, qui disait qu'ils sont contents d'avoir vécu ce rêve longtemps rêvé. Et le président Bourguiba disait que nous avons soif d'être. Ce sont quand même des expressions assez puissantes et fortes qui montrent dans quel état d'esprit étaient tous ces pays-là. Donc, il est important de le souligner. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la marche, n'est-ce pas, de ce panafricanisme? Où est-ce que nous en sommes? Bon, je crois que nous sommes à une phase où il ne faut pas réinventer le modèle, mais lui redonner toute sa force et toute sa puissance. Avec l'avantage aujourd'hui qu'il y a une masse de la jeunesse, sinon une bonne partie de la jeunesse. Il y a des gens moins jeunes qui, de plus en plus, manifestent la même soif. Cette soif d'être dont parlait le président Bourguiba, il la manifeste parce que vous verrez que de plus en plus, vous entendrez des gens qui ne sont pas forcément... Ils n'ont pas allé longtemps à l'école, des gens qui n'ont pas fait de grandes études philosophiques, mais qui vous parlent de leur volonté, leur êtreté. Sans donner le mot panafricanisme, ils manifestent partout. Aujourd'hui, vous prenez les réseaux sociaux, vous verrez que les gens sont capables de questionner la Bible, les gens mettent en avant nos normes de comportement et de valeurs, nos cultures, mais ça, il y a à peine 10 ans, on ne connaissait pas ça. Du tout. Donc, je crois que ça nous rassure
sur ce que demain sera. Et les initiatives, on en parlera, les initiatives comme celle qui avait été prise il y a quelques semaines par le gouvernement togolais, et la conférence de Lomé, c'est-à-dire la volonté de rééditer ici une conférence panafricaine. Rien que l'idée, je crois qu'on peut la saluer. Mais nous demandons qu'elle aille jusqu'au bout. Oui. Parce que l'ambition, elle est grande, elle est forte. C'est ça. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que... comment c'est que la responsabilité, si ce rêve rêvé n'a pas encore abouti et de toujours à l'état de rêve, même s'il y a cette ambition d'y parvenir, comment c'est que la responsabilité, M. Lessondre? Il y avait tellement d'antagonisme autour de l'idée de fondation de cet État fédéral de l'Afrique. Et je reviens encore sur la position du pays colonisateur de la plupart des États africains de l'époque, ou de toujours d'ailleurs, la France. Et cela n'arrangeait pas du tout le colonisateur, l'impérialiste français, de voir lui échapper ce bloc de pays dont la France avait des profits énormes, elle tirait des profits énormes de ces pays-là, de ces pays dits francophones. Alors ça ne l'intéressait pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour jouer le jeu que la France a octroyé en cette période-là, très rapidement d'ailleurs, au début des années 60, ou bien en 1960, a octroyé l'indépendance à beaucoup d'États dans la une quinzaine, non pas de 17 pays, oui. Indépendants dans les années 60. Dans les années 60, en 1960, donc très très vite. Mais il y a eu de vrais panafricanistes comme Kwame Nkrumah qui mettaient en avance l'idée de ce rêve-là, et qui a été d'ailleurs le principal leader, s'inspirant d'ailleurs de beaucoup de Cheikh Anta Diop, qui avait déjà écrit Nation Agriculture, duquel de ce livre duquel comment a beaucoup pris beaucoup d'idées pour arriver à la charte de l'OUA qu'il avait sortie à l'époque. Oui, je voudrais rajouter aussi que l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine telle qu'il était, qui est passé à l'Union africaine en 2000 chez nous, avant d'être consacré à Addis Abeba. Et il y a eu la réunion CIRT, Durban, Lomé. Bon, c'est pour dire que cette organisation a quand même fait un travail normatif assez intéressant. Elle a produit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et elle a produit le NEPAD, elle a produit la Charte de la démocratie et de la gouvernance, elle a produit le groupe des sages au sein de l'Union africaine, le système d'alerte rapide, la force d'Africaine en attente, le fonds de la paix. Il y a quand même un travail normatif qui a été fait au niveau de ces textes qui existent aujourd'hui. Oui. Quand il y a des conflits entre deux pays, le Conseil paix et sécurité intervient rapidement. C'est le même Conseil paix et sécurité qui intervient, prend les sanctions contre les pays qui font une rupture constitutionnelle, pour aller vite. Donc, il y a un travail normatif qui a été fait. Nous avons des textes qui sont reconnus par tous les États et qui sont respectés. Donc, je crois que c'est important de dire cela. C'est cela. On parlera des. Sauf que l'Afrique, c'est 54 États avec des blocs, 55. Avec des mouvements. Il y a des pays plus puissants quand on prend l'Afrique du Sud, quand on prend le Maghreb, bon, alors qu'ils veulent peser beaucoup plus, entre guillemets, qu'un petit Togo, par exemple, par sa géographie. Oui, vous prenez de bons exemples. D'ailleurs, c'est ça
qui doit nous montrer qu'on est sur la bonne voie. C'est-à-dire, et d'ailleurs la réunion que le Togo veut organiser, quelque part, je crois qu'il ne prend pas trop de risques, parce que vu la géographie ou bien la taille ou la modestie de notre géographie, personne ne va nous soupçonner d'avoir une volonté hégémonique sur qui que ce soit. Voilà. Donc, je crois que ça, on devait en profiter. Mais les exemples que vous avez donnés, c'est ça qui a fait la force des grands pays dans le monde. On prend les États-Unis. Les États-Unis, ce qui a fait ce pays-là, c'est la route inter-État. Vous avez des infrastructures routières qui permettent de travailler le pays de long en large. Et ça a permis un développement rapide. Vous avez pris l'exemple du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Il y a des... Ce n'est pas des complexes, ou bien des complexes de grands pays. C'est automatique, vous le verrez partout. L'Éthiopie fait à peu près 100 millions d'habitants, et le Nigeria fait 200 millions d'habitants, et les États-Unis font 300 millions d'habitants. Vous verrez toujours que dans les affaires, non seulement africaines ou dans les affaires internationales, ce sont ces pays-là qui veulent donner de la voix. Bon. Et c'est ainsi parce que nous prenons ce que voulait Kwame Nkrumah. Les pères fondateurs voulaient les États-Unis d'Afrique. Parce qu'ils sont conscients que s'ils mettaient ensemble toutes leurs ressources, toutes leurs capacités, mais comment l'Afrique sera respectée, sera entendue sur le plan international. C'est ce que nous n'avons pas réussi à faire. Nous avons une kyrielle d'États, vous en avez cité 55, et je dis toujours que le président Barthélemy Boganda parlait de poussière d'État. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces poussières d'État? Mon feu grand frère et patron Edem Kodjo parlait de petits États tapageurs. Donc, c'est tout simplement pour dire que l'union fait la force. C'est ce qu'on dit couramment. Alors, mais dans ce cas précis, sur le plan stratégique, sur le plan idéologique, sur le plan développement, tout ce que vous voulez, sur le plan de la culture, nos normes de comportement et de valeurs. Si on veut que tout ça soit respecté, naturellement, il faut faire une taille. Il faut parler de quelque part qui impressionne et qui monte la voix. Si vous n'avez pas ça, mais les rapports de force ne seront pas en votre faveur. C'est cela. Donc, il y a forcément, il faut un regroupement, c'est cela, pour fédérer toutes les énergies et les forces, n'est-ce pas, pour constituer cette unité africaine. Tout à fait, mais il y avait déjà le parcours était parsemé d'embûches dès les premiers jours, puisque je reviens toujours sur le rôle de l'impérialiste français. Ce qu'ils ont fait en Afrique, c'est que d'emblée, ils ont cherché à enlever de cette sphère les vrais panafricanistes, les africanistes qui voulaient lutter pour l'émergence de cette idée-là. Ils ont mis des anti-panafricanistes au pouvoir, des amis à eux qui n'avaient pas l'étoffe. Ils sont passés au pouvoir après leur départ. Après leur départ, ils ont enlevé carrément, je dirais, pour être cru, je dirais qu'ils ont assassiné les vrais pères des indépendances, les vrais panafricanistes, pour les remplacer par des anti-panafricanistes. Donc, comment pouvions-nous avancer? Est-ce que vous pensez qu'il faut toujours accuser le colonisateur dans cette c'est ce qui c'est, on est dans une réalité, on est dans une époque bien définie. On ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas sauter cette période-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur chez nous-mêmes qu'on doit chercher dans notre camp pour expliquer cet état de choses? Si, oui. Mais j'insiste sur ce que dit M. Lawson. Il faut d'abord constater ce qui s'est passé, le mal qui nous a été fait. Il faut d'abord le constater, l'asseoir
le regarder en face. Il ne faut pas que par un jeu de miroir, qu'on nous dise tout le temps, oui, vous dites toujours que c'est les autres, et la colonisation a eu lieu il y a 60 ans, il y a 60 ans ou plus de 100 et ans, que pourquoi vous n'avez pas pu... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais quand il y a eu les grands bouleversements dans le monde, il y a eu le plan Marshall pour relever tous les pays qui étaient au fond de l'abîme. Ça, on ne le dit pas assez. Donc, je pense qu'il faut d'abord constater ce qui nous est arrivé. Après, on peut dire ce que nous avons à faire et ce que nous devons faire. Pour appuyer ce constat, je vais citer le cas d'un ancien Premier ministre français de l'époque, Pierre Messmer. Pierre Messmer, qui a été Premier ministre, effectivement, de la France, et a aussi été gouverneur colonial au Cameroun, et qui a été de ceux qui ont mené la guerre contre les Camerounais. Et lui, il a dit clairement ceci, et je vais le citer. « Nous avons accordé l'indépendance à ceux qui le demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui le demandaient avec le plus de véhémence. » Donc, fin de citation. C'est ce que Pierre Messmer a déclaré lui-même. Du coup, il est difficile de faire une organisation panafricaniste dans le sens de ce que je viens de dire, si vous voulez bien, et avec des gens qui en réalité sont des agents de l'impérialisme français. Et il faut le savoir qu'au moment où les panafricanistes luttaient pour créer une organisation panafricaniste, la France, je reviens encore là-dessus, au travers de gens comme oui, en effet, des Africains comme Félix Houphouët-Boigny animaient à côté de ce que faisaient les panafricanistes. Il animait ce qu'on a appelé le groupe de Moravia, qui, lui, s'opposait totalement au projet du développement de cette idée panafricaniste-là. C'est ça. Maintenant, pour tirer une conclusion partielle de ce que vient de dire M. Lawson, le groupe de Moravia, le groupe de Casablanca était opposé. Parce qu'il faut dire que le groupe de Casablanca, il y avait même des personnalités comme le roi du Maroc. C'est pour vous dire que ce n'était pas juste des esprits débridés. Ah, oui. Les gens avaient conscience de la place de l'Afrique et faisaient tout pour que on puisse y arriver. Donc on a eu 2 groupes, même 3. Il y a eu le groupe de Brazzaville qui très tôt s'est rallié au groupe des présidents Houphouët-Boigny et compagnie. Donc il y a eu 2 groupes majeurs, Moravia et Casablanca. Le groupe de Casablanca sont ceux qui pensaient qu'il fallait aller vite. Le raisonnement, c'était lequel? Kwame Nkrumah disait, attention, nous venons de devenir des États indépendants, nous avons des défis à relever. Je pense qu'il est important qu'on aille vite dans notre structuration, dans notre organisation, parce que quand les États partiels vont commencer par s'installer, ils prendront des habitudes qui feront qu'ils ne voudront pas revenir en arrière. C'est ça. Donc il faut battre le fer quand il est chaud. Oui. Mais donc, c'était ceux qu'on appelait en anglais le fast track, ceux qui voulaient que ça aille vite. On disait les révolutionnaires, etc. En face, le groupe de Moravia, c'était le slow track. Ceux qui pensaient qu'il fallait progressivement, il ne faut pas presser les choses, il faut nous laisser jouir de notre indépendance, etc. etc. Donc, Kwame Nkrumah s'est battu, et il était écouté, il était applaudi, mais au finish, ce n'est pas lui qui a eu le dernier mot. C'est ça. Donc, ça fait que on a pris ou choisi la voie de ceux qui voulaient qu'on aille progressivement. Mais je dis tirer une leçon. Nous sommes là en 2023. Oui. Qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Ceux qui voulaient qu'on aille progressivement. Nous avons une Afrique divisée. Nous avons une Afrique qui n'a pas voix au chapitre. Nous avons une Afrique qui n'est pas respectée. Quelques pays ont peut-être eu l'impression d'avoir fait des sauts. Je dis l'impression parce que s'ils avaient réalisé quelque chose de prépondérant, on serait respecté partout. C'est ça. Prenez le cas du Mali. Quand il y a eu les problèmes au Mali, je ne rentre pas dans la suite. La suite est discutable. Mais on cherchait 10 000 hommes. Si nous étions sur la voie de Kwame Nkrumah, les 10 000 hommes, on les aurait produits tout de suite. C'est ça. Et le financement.
Tout le reste. Donc, à mon humble avis, je le dis et je le pense, je crois que ceux qui voulaient, les gens du slow track, non, ils n'ont rien réussi. Autant ils combattaient ceux qui voulaient le fast track. Il n'y a rien à mettre sur la table aujourd'hui, en 2023, nous démontrant que c'est eux qui avaient vu juste. C'est ça. Voilà, rencontre sur un nouveau numéro, nous parlons du panafricanisme à l'occasion des 60 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine devenue par la suite OUA. M. Cornelis Saïdam, M. Lawson Draquet sont mes invités. C'est avec eux que nous faisons le tour de cette question. Maintenant que le thème est toujours d'actualité, quels sont ceux qui peuvent incarner cela ou prendre cette relève et avec le même engagement, cette ferme volonté comme les anciens, n'est-ce pas, les précurseurs. Alors, quels sont ceux qui peuvent maintenant incarner cette relance du panafricanisme, M. Lawson? Oui, heureusement que les choses ont beaucoup évolué. Et dans les années 60, il y avait très peu de docteurs, il y avait très peu de diplômés, il y avait très peu de gens d'intellectuels engagés, je voulais dire. Mais aujourd'hui, nous avons partout dans nos rues, et des gens qui sont allés à l'école, des jeunes qui sont allés à l'école, qui sont très actifs, hein, qui sont spécialisés dans beaucoup de domaines et qui, pas subitement, mais progressivement sont arrivés à démontrer qu'ils ont vraiment l'amour du continent et qu'ils peuvent aller en manière refaire, ou du moins d'une autre manière, refaire ce que les pères du panafricanisme avaient fait. Nous avons beaucoup de potentialités aujourd'hui qu'hier pour relever les défis. Monsieur Adam, comme dit M. Lawson, les lignes vont forcément bouger. Oui, tout à fait. Par nécessité ou par obligation. Parce que quand on parle de panafricanisme, je dis généralement, on en sert ça dans un contenu philosophique qui fait que les gens parlent d'utopie. Il y a des questions pratico-pratiques. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai été à la tête d'un parti panafricaniste qui s'appelait la CPP. Il ne s'appelait pas, il s'appelle, puisque le parti existe, même si je ne suis pas à la tête. La CPP, c'est la convergence patriotique panafricaine. Et quand je vais dans les campagnes pour expliquer cela aux gens, je prends des exemples. Il y a d'ailleurs feu M. Agba qui, dans des discussions, se moquait de moi et de mon patron en disant pourquoi vous êtes allé chercher un nom aussi compliqué. Nous, on dit rassemblement, on dit ça tout de suite aux gens, ils comprennent. Vous êtes dans convergence patriotique. Je dis, c'est parce que vous comprenez les choses à l'envers. La question de fond, c'est que, moi, je donne des exemples précis. Je dis aux gens, le panafricanisme veut dire quoi? Vous prenez les États-Unis qui produisent des films. Je prends le film, un qui est très connu, ou Avatar, ou Wakanda. Ce film, tout le monde a suivi les recettes que ce film a fait au cinéma. On parle de milliards de dollars sur le seul marché américain. Parce qu'il y a une clientèle d'environ 300 millions d'habitants. Donc, ce film est rentabilisé au moins 3, 4, 5, je dis même 100 fois, avant même qu'on ne pense à l'envoyer en Europe. Je ne parle même pas du temps, ça va arriver chez nous au cinéma Olympia, à Lomé. Donc, ce film est rentabilisé. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un seuil de cristallisation qui permet à ce qu'on réalise des choses. Voilà, j'ai pris les États-Unis. Je prends la Chine. C'est d'ailleurs incommensurable. Les gens voient déjà à quoi je veux venir. Mais prenons le petit Nigeria. Petit, hein, c'est un euphémisme si je dis ça. C'est relatif. Prenons le Nigeria. Je dis toujours aux gens que imaginez quelqu'un qui vend de l'eau glacée au bord des routes de Lagos et qui soigne tellement bien sa marchandise que petit à petit, il a 0,0000001% du marché nigérien. Cette personne, je dis qu'elle est capable d'envoyer ses enfants à l'école, de les pousser plus loin, étudier à Harvard. Ces enfants vont revenir créer des industries.
lui-même sera devenu riche et il va soutenir sa famille sur plusieurs générations. C'est la taille du marché qui permet cela. Donc, il faut que les gens comprennent que quand on parle de panafricanisme, ce ne sont pas des idées juste qu'on brasse. C'est si nous arrivons à cette masse critique, mais prenez la situation de la question de la bombe atomique. Le général de Gaulle disait « Donnez-moi la bombe atomique et je m'asseillerai à la table des grands. » C'est ça. Il a eu la bombe, il s'est assis à la table des grands. Quand je dis ça, lors d'une conférence, je disais ça, l'ambassadeur d'un pays qui s'approche de moi dit « Mais ces idées-là, c'est éculé, c'est vieux. Vous n'allez pas parler de bombe atomique. » Je dis « Monsieur, sauf que vous l'avez déjà. » Vous l'avez déjà. Donc on peut dire que c'est éculé. Si les pays dont on entend parler se battent pour avoir ça, c'est pourquoi. Tous ceux qui sont au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, sont assis sur leurs bombes. Personne ne peut les pousser de peur que ça n'explose. Mais pourquoi on va venir vous donner à vous, je parle de l'Afrique, l'Afrique demande à avoir une place au Conseil de sécurité. Ce n'est pas de la charité. Les gens se sont battus pour arriver là-bas. Donc, il faut pas cette place-là, oui. Il ne faut pas être étonné que ça traîne, ça prenne des couleurs qui ne se ressemblent pas. C'est ça. Alors, est-ce que c'est la politique, est-ce que c'est la société civile, est-ce que c'est les intellectuels tout simplement qui peuvent reprendre la relève du panafricanisme? Oui, ça va être progressif. Et je dirais pas seulement les intellectuels, pas seulement les politiques, sinon on échouerait. Et lamentablement, c'est tout le monde, c'est les peuples qui doivent se lever tous ensemble. D'abord, chercher à comprendre notre objectif, à quoi nous voulons arriver. Et si on sait où on veut arriver, on peut baliser le parcours, on peut baliser le chemin pour arriver à notre destination. Mais bon, c'est pas non. On a longtemps cru que c'est seulement les intellectuels et les politiques qui le feraient. Moi, je crois qu'on s'est trompé si on veut aller dans cette voie-là. C'est les peuples, c'est la base qui devrait se lever pour aller vers cet objectif-là. Oui, alors, M. Adam, si vous demandez de faire un schéma, pour parvenir à ces objectifs et faire honneur au père fondateur du panafricanisme, quel sera votre schéma? C'est ça. D'abord, tout ce que nous disons, ce que nous faisons ici concourt à ce schéma. Oui. C'est-à-dire que il est important de fabriquer un nouvel imaginaire politique. C'est ce que nous faisons. Et toutes les réunions ou toutes les rassemblements qui ressembleront à ce que nous faisons seront dans le processus du réveil du panafricanisme. Et comme disait M. Lawson, ce n'est pas juste une affaire d'intellectuels, c'est tout le monde, c'est la masse. Lénine dit que quand les idées s'emparent des masses, elles deviennent une force. C'est ça qu'on attend. Et je dis que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens s'intéressent au sujet. Ils ne le disent pas directement. Je dis qu'on le ressent, ils le disent confusément. Comme Nkrumah disait, le passage que j'ai lu tout à l'heure, dit qu'il y a le moment venu où ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Donc, c'est lui qui parlait du conscientisme. Du conscientisme. Il ne va pas se retourner dans sa tombe, au contraire. Il sera content de voir que petit à petit, on y arrive. Maintenant, M. Lawson a parlé tout à l'heure des peuples. Nous voulons arriver au panafricanisme des peuples. Pas seulement des chefs d'État ou de quelques nations. Le panafricanisme des peuples. Que tous les pays africains s'approprient cette idée, y adhèrent et en fassent un outil politique. Donc, voilà, vous parlez de schéma. Il y a, sur beaucoup de plans, j'avais parlé de nos cultures, des infrastructures. Il y a quand même quelque chose qui avance, on ne le voit pas toujours. Si vous allez à une réunion de l'Union africaine où on parle des infrastructures, on vous montre des schémas, ce qu'on appelle, on montre toutes les infrastructures routières du continent. Et on vous montre ce qu'on appelle les chaînons manquants, c'est-à-dire les routes qui manquent pour qu'on aille du Cap au Caire, comme on disait avant. Mais vous verrez que la différence n'est pas si grande. On avance. On avance. Aujourd'hui, si vous prenez une voiture de Lomé et vous voulez aller à Dakar, vous voulez aller, mais vous serez étonné. Moi-même, je suis étonné de voir le nombre de camions
qui partent de Lomé pour aller partout. Je découvre qu'ils vont en Sierra Leone, ils vont à Monrovia, ils vont... mais c'est inimaginable. Sans compter les tracasseries des frontières. Ça, c'est sûr. Oui. Ça nous ramène, vous me tendez la perche pour parler de la question du passeport. Oui. Et les gens nous envient, et en Afrique de l'Ouest, que nous avons le passeport de la CEDEAO. Soit. Mais ceux qui traversent la frontière entre le Togo et le Ghana tous les matins, ils vous diront que c'est comme si on n'avait pas de passeport. C'est ça. Parce qu'ils sont embêtés. Mais c'est quand même mieux qu'on ait ce passeport-là. Je n'excuse pas ce que je viens de dire. Oui. C'est quand même mieux qu'on ait ce passeport parce que des pays de l'Afrique centrale, pour aller d'un pays à 2 ou 3 autres, vous arrivez à 14 visas. Et vous ne l'avez même pas facilement. Donc, quelque part, nous avons avancé. Mais le panafricanisme des peuples, il faut qu'on y arrive. On parle de la CEDEAO. La CEDEAO, normalement, c'est un pan du panafricanisme. Elle a été créée en 1975. Il est temps qu'on voit une volonté de fédérer ces pays-là pour en faire une force. Il en sera de même pour les pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, etc. Donc, sans oublier la question de la monnaie. Totalement. Ça aussi, ça... La question de la monnaie... C'est des débats actuels. Oui, moi, je ne l'oppose pas à une autre monnaie. Je dis que si nous décidons de créer notre monnaie, on la crée. Et toutes les autres monnaies tomberont. C'est pas... Je ne dis pas que les gens n'ont pas raison. Il faut que le travail soit fait de multiples façons. Mais ma lecture, je dis, si nous arrivions à créer notre monnaie, toutes les autres monnaies auxquelles nous faisons allusion tomberont d'elles-mêmes. Donc c'est ça le travail qui reste à faire. Je finis en disant toujours, je prends l'exemple, pour que les gens comprennent bien, j'essaie de prendre des exemples très simples. Quand les États-Unis ont attaqué l'Irak et que le Premier ministre Dominique de Villepin a exprimé à la tribune des Nations Unies leur désaccord avec ce qui s'est passé en ayant d'abord refusé le survol de la France aux avions américains. Mais personne ne voulait passer son discours. Aucune télévision ne voulait passer ce discours. Et le président Chirac, comme de la blague, a dit qu'il faut créer une chaîne pour qu'on entende la voix de la France. Comme de la blague. En 2 temps, 3 mouvements, on a vu apparaître France 24. On a vu apparaître France 24 et aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Nous en avons les moyens, nous en avons les ressources. Kadhafi a voulu le faire. C'est sûr. Nous en avons les ressources. La suite, oui. Donc, c'est pour montrer que nous ne sommes pas dans la philosophie. Nous sommes dans du pratico-pratique. C'est ça. Monsieur Le Son, est-ce que vous avez votre chemin à vous pour parvenir et relever les défis et arriver à faire bloc à l'Occident et pas le panafricanisme, l'unité africaine? Ce n'est pas faire bloc à l'Occident. Nous voulons exister. C'est ça. On ne fait bloc à personne. Nous voulons exister. Excusez-moi. Et répondre au rendez-vous des continents. Oui, excusez-moi, monsieur Lawson. Oui, tout à fait. Et quelle a été la question? Oui, comment faire pour parvenir, n'est-ce pas, à la réalisation de ce rêve tant rêvé? Oui. Ce rêve tant rêvé, comme vous le dites, et ne peut que devenir réalité. Parce que nous sommes obligés par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui d'arriver à cet objectif-là si on veut exister. Si on veut prendre aujourd'hui, la Chine a une voix de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais au début des années, du moins immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, ou les 2 guerres mondiales, la Chine n'existait pas. C'était l'île de Formose, qui deviendrait plus tard Taïwan, qui représentait la Chine. Cette petite île de rien du tout, ce minus, qui représentait la grande Chine. Mais quand la Chine s'est organisée, s'est réveillée, le réveil de la Chine, et même il y a eu un livre d'un auteur français qui disait que quand la Chine se réveillera, eh bien, le monde tremblerait. Alors, est-ce que le monde ne tremble pas aujourd'hui devant la Chine? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu la volonté d'y arriver. La grande marche de Mao Tse-tung. Ils sont retournés tous au village, et du village, seulement du village, à partir du village, qu'ils sont arrivés vers les villes. Alors, connais-toi. Toi-même.
elles sont allées savoir se ressourcer dans les villages et progressivement, ils ont marché vers la ville. Ils se sont développés et aujourd'hui, la Chine a une voix, la voix de veto à la Société des Nations. Pardon, pas à la Société des Nations, mais au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est comme ça que nous devons nous faire. Réveillons-nous. Réveillons-nous et faisons comme la Chine a fait. Ils allaient tous à vélo dans les années 60, les Chinois. Mais aujourd'hui, les voitures, les carrosseries les plus belles du monde entier circulent sur les routes chinoises et dans toutes les villes du nord au sud, de l'est à l'est. C'est cet éveil-là qui nous manque et auquel on doit chercher à aller pour nous en sortir et avoir le respect et qui devrait être le nôtre sur le concert des nations, absolument. Et sinon, on resterait à la traîne Donc ça veut dire que l'espoir est permis? Mais l'espoir est permis, nous sommes dedans. Nous sommes dedans et faisons comme la Chine. Il y a déjà, voyez-vous, ce qui s'était passé, que la France a voulu faire dans toute l'Afrique, c'est la guerre de sécession au Biafra. Quand il y a eu la guerre au Biafra et que le Nigeria a résisté, c'est parce que ils avaient un soubassement solidaire, soubassement nationaliste très très puissant à l'époque. Sinon, avec la guerre de Biafra, le Nigeria ne serait pas la puissance qu'elle est aujourd'hui. La puissance non seulement en volume de terre, mais en population et en ressources de 100 millions. Et le PIB, je crois que c'est le Nigeria qui a le PIB le plus élevé sur le continent aujourd'hui. Et il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie aussi à côté. Donc, imitons, allons vers ce qui a permis à ce grand pays, le Nigeria, de s'en sortir. Et imitons-le, pas dans tous les domaines d'ailleurs. C'est pas à 100% que la réussite a été faite, mais allons vers là et nous en sortirons, nous arriverons à ce que nous disons. Ce n'est pas que l'espoir est permis, l'espoir est là. L'espoir est là dans le sens où, pour aller vers cette renaissance africaine dont nous parlons, il y a un corollaire, c'est le changement des mentalités. Et tout ce travail pédagogique que nous faisons, c'est pour que petit à petit, il y ait une adhésion. Il y ait une adhésion des populations, des intellectuels, mais de la diaspora. Et j'avoue que à Pax Africana, on imagine toujours une rencontre avec les chefs d'État du continent et de la diaspora. Une réunion qui durerait 24 heures et que l'on puisse échanger pour que la diaspora puisse aussi donner des perspectives au continent. Donc l'espoir est là. Il faut transformer l'essai. Parce que les gens pensent que c'est maintenant qu'on va aller faire des études de faisabilité, on va regarder. Toutes les études sont faites. Elles sont validées par l'Union africaine. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de traduire cela dans les faits. Les gens vont vous parler il n'y a pas de volonté politique. La volonté politique, on ne l'achète pas au marché. On la fabrique, on la pousse et elle s'empare des faits et des masses. Donc, c'est plutôt ça. Oui. Alors, vous donnez bien l'exemple des États-Unis, par exemple, qui constituent un grand marché. Mais ici, il y a de ces grands pays, nous citons l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, qui comptant sur leur hégémonie, en tout cas sur leur taille, ne sont pas forcément prêts à s'ouvrir. C'est parce que ce sont de très petites hégémonies. Si elles étaient réelles, vous l'auriez vu. Combien de pays africains sont capables aujourd'hui d'aligner des troupes? On avait un problème sérieux, on ira faire appel aux puissances occidentales. C'est ce qui se passe. Donc, c'est accompagné d'un certain irrespect. Il y a des chefs d'État qui se plaignent aujourd'hui, qui veulent acheter des armes pour protéger leur pays contre les djihadistes. On refuse de le leur vendre. On refuse. Ils amènent l'argent, mais on refuse. Et vous avez, quand on parlait des forces africaines en attente, il y a des gens, des spécialistes, qui vous disent que vous n'imaginez pas ce qu'il faut, ne serait-ce que pour harmoniser les munitions. Vous prenez tous nos pays là, un à un, pour harmoniser les munitions et arriver
comment dire, chez les militaires, on parle d'une mission, un chef et les moyens. Que pour harmoniser tout ça, vous n'imaginez pas ce qui est réel. Donc, c'est relatif. C'est relatif. Tous ces pays que vous citez, c'est vrai, ils ont une taille, mais ils n'ont pas encore atteint le seuil de cristallisation. C'est ensemble qu'on pourra y arriver et imposer notre vision au monde. En tout cas, la faire respecter. D'accord. Alors, de plus en plus se pose le problème de la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU avec un cas de veto. Et il y a des pays qui se le disputent, l'Afrique du Sud est là-bas, toujours les mêmes. Mais alors, selon vous, comment régler ce problème? Comment s'entendre pour envoyer un représentant africain dans cette instance? Nous sommes obligés d'aller vers un fédéralisme. De petits pays, de micro-pays comme le mien, par exemple, je ne sais pas quelle voie ils pourraient avoir. Et on dit qu'ensemble, nous sommes forts. Alors, si nous ne nous mettons pas ensemble, je crois que, on ratera le coach. Et l'Afrique est obligée, aujourd'hui, pour sa survie, pour son lendemain, de tout faire pour rassembler les pays, les énergies, pour aller vers un fédéralisme. Moi, j'y crois avec force. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons nous faire respecter. Si, par exemple, nos instances, nos grandes rencontres, et si l'OUA n'y arrive pas, je crois que c'est parce que l'OUA attend toujours, ou l'UA qui est devenu l'UA, attend toujours des financements de l'extérieur. Et ces financements, on dit que celui qui donne, celui qui donne commande. Oui. Alors, on tend le bras, on tend les mains à chaque fois pour qu'on nous donne de l'argent. Je parle de l'UA et je parle de la CEDEAO. Ces deux grandes instances attendent toujours des financements de l'extérieur. Et si on continue de tendre le bras de cette manière-là, ça ne pourra jamais marcher. Okay. Nous n'irons jamais vers ce fédéralisme auquel je crois avec toute mon énergie. Je vous dirais que j'y crois aussi. Le fédéralisme, j'y crois. Il y a quand même quelques symboles, des actes symboliques. Ce que moi je regarde aujourd'hui, je remarque, c'est qu'il y a une bonne partie de nos chefs d'État qui, sans faire de bruit, mais arrivent à dire non. C'est ça. Sans crier, sans... mais ils arrivent de façon très polie, arrivent à dire non. Je constate cela. Ça me rappelle aussi un discours du président Mugabe quand le président Kadhafi était assassiné. Il disait qu'on nous avait prévenu que le jour viendra où il mourra. On nous avait prévenu que des manifestations viendront. On nous avait prévenu, on nous a dit qu'il a été arrêté. Nous étions là, on attendait, jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il a été assassiné. Il rajoute ceci. Avant, on n'avait pas plus de moyens qu'aujourd'hui. Sauf qu'avant, j'ai connu tous les pères fondateurs. Avant, nous savions dire non. Et tout, vous entendiez les mouches voler dans la salle plénière de l'Union africaine. C'est ça. C'est ça. Et je crois que tout ça nous amène à l'espoir dont parle M. Abalo, et espoir auquel je souscris totalement. Oui. Alors, oui, j'allais ajouter quelque chose à ce que vient de dire M. Aïda. C'est si c'est que nous ne tendions pas la main vers l'extérieur de cette manière-là, on aurait pu nous opposer à cette guerre qui a amené Kadhafi à la mort. On aurait pu nous opposer à la décision qui a amené Gbagbo à la CPI. On a été là, les bras croisés, parce que le donneur est là. Si jamais on branchait, demain, nous n'aurions plus rien. Et on s'était tu. Et on se tait toujours, on reste dans ce mutisme-là. Alors jusqu'à quand? Voulons-nous vraiment nous développer? Voulons-nous toujours croiser les bras? Et si oui, nous sommes les dirigeants. Et si on est dirigeant et que le peuple est là derrière, tendant la main, ne trouvant pas suffisamment à manger, alors moi je pense que si cela continue ainsi, des bouleversements assez importants vont se produire. Et nous amènera, je ne sais pas où exactement. Pour nous rassurer, je dirais que si c'était le mot de la fin, je dirais que dans mes indices qui rassurent, vous dire, j'écoutais la dernière fois le président du Kenya, le président William Ruto, qui disait qu'il est grand temps qu'on n'aille plus
en rang dispersé vers ces grandes réunions. La Russie vous convoque, vous y allez à 55. La Chine vous convoque, vous y allez à 55. L'Iran vous convoque, vous allez à 55. Qui sont un certain nombre de chefs d'État qui réfléchissent et se disent que prochainement, ce ne sera plus la même chose. Il a cité lui-même, il a cité le président Mugabe, et il a cité le président Kagame, je veux dire. Oui. Et il a cité 2, 3 autres chefs d'État, ils réfléchissent à cela. Encore une fois, je dis, il y a seulement quelques mois, on ne pouvait pas entendre ça. C'est ça. On sonnait le tocsin et tout le monde se mettait en... Donc, quelques symboles, quelques indices nous montrent quand même qu'on avance à pas lent, mais on a l'impression de savoir où on veut aller. D'accord, tout à fait. C'est l'essentiel. Voilà pour ce numéro de rencontre échange. Pour ceux que ça intéresse, le sujet sur le panafricanisme, j'ai quelques littératures ici. Cheikh Anta Diop, le titre L'unité culturelle de l'Afrique noire. Autre écrit, toujours de Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. On encourage les téléspectateurs à aller chercher ces ouvrages et à les lire, parce que c'est des trésors. Surtout pour Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique noire, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. L'Afrique est en danger, ça c'est intéressant. L'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue, Théophile Obenga. Il y a aussi de Théophile Obenga le sens de la lutte contre l'africanisme eurocentriste. C'est des écrits sur la question que nous avons traitée en ce jour. Et puis de Jean-Philippe Omoutouné, paix à son âme, il est disparu très récemment, discours afrocentrique sur l'aliénation culturelle. Je rappelle que ces ouvrages nous viennent directement de la bibliothèque de M. Lawson Draké, qui a toute une littérature sur le panafricanisme. Merci de nous avoir apporté ces livres que nous avons proposés à nous. Je veux dire que Pax Africana a eu l'honneur d'avoir invité Jean-Philippe Omotunde à Lomé, ainsi que le fils de Marcus Garvey, qui était à Lomé ici pour une de nos réunions sur la Renaissance africaine, justement. Voilà, tout à fait. Voilà, oui. Non, j'allais ajouter quelque chose parce que ces livres, dans ces ouvrages, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi ce qui nous manque, c'est une langue africaine. Il y a des leaders qui en ont parlé depuis Cheikh Anta Diop d'ailleurs, en passant par Kwame Nkrumah. Et aujourd'hui, il y a un jeune Camerounais qu'on appelle, je ne lui fais pas la publicité, mais je dois le citer parce que son travail qu'il est en train de fournir est immense. Et il s'est posé la question de savoir, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, quel est le langage que le bébé a parlé dans le berceau? Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune linguiste camerounais, Dibon-Barry Mbok de son nom? Et il parcourt l'Afrique de Dakar jusqu'au Cap, et à chaque fois qu'il trouve 2 fois le même mot, il retient ce mot, il le met de côté, et petit à petit, progressivement, le puzzle est en train de se faire, de se constituer. Et Dibon-Barry Mbok est en train de créer une langue, de retrouver, il est sur la voie du berceau, de retrouver ce langage que le bébé a parlé dans le berceau. Donc on est obligé d'y arriver, sinon, mais on ne va pas toujours parler la langue de l'autre pour notre développement. C'est ça, tout à fait. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, monsieur. Merci, c'est nous qui vous remercions. Directeur exécutif de Pax Africana. Merci Lawson Draké, qui nous vient directement d'Anero pour cet entretien. Merci à vous téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Le temps a trop vite coulé. Merci à vous. Je vous retrouve samedi prochain pour un autre sujet de réflexion. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.